revoici une fois de plus sur le plateau de la télévision du futur dans le cadre d'un nouveau numéro de votre émission sans doute préférée, le débat politique. Et deux thèmes seront évidemment au cœur du débat de ce énième numéro de votre émission, le débat politique. Sur ce plateau, pour débattre des deux thèmes, il y a à ma droite Monsieur Pascal Nkoulou, qu'on ne vous présente plus puisque c'est un habitué des plateaux de la télévision du futur. Et lui, il est le président du Bloc démocratique populaire, membre de la majorité présidentielle. La précision est de taille, vous comprendrez sans doute pourquoi. Et à ma droite toujours, mais à l'extrême, nous avons Monsieur Télésphore Obam-Ngomo, que vous avez également souvent eu l'occasion de découvrir sur ce plateau, lui qui est journaliste et le directeur de publication du bimensuel Le Verbe de Ngomo. Alors, les deux thèmes au cœur du débat aujourd'hui, c'est d'abord le premier, notamment en ce qui concerne le chef de l'exécutif, et pour la présidentielle 2016, on note que les problèmes subsistent, notamment sur son état civil, le problème d'acte de naissance qui se pose toujours et l'on se demande bien s'il pourra être candidat à la présidentielle de 2016 avec ce sempiternel problème de son acte de naissance qui revient à nouveau sur la table. Le deuxième thème qui sera abordé également au cours de cette émission sera consacré aux éclatements au sein de l'opposition gabonaise. Vous le savez, depuis quelque temps, ce sont des guerres presque de tranchées. C'est une guerre larvée entre les différents leaders de l'opposition gabonaise. Vous aurez l'appréciation de nos invités sur le plateau pour, évidemment, la bonne compréhension de tout le monde, de toute la population, vous qui êtes les téléspectateurs. Alors, pour démarrer cette émission, ce document qui a circulé sur Internet, et évidemment que certains téléspectateurs ont dû suivre sur les chaînes câblées, c'est un document, une interview d'un avocat. Vous allez comprendre. Nous reviendrons juste après pour lancer ce débat. Maïcha Bongo Ndimba, qui est la sœur d'Ali Bongo Ndimba, qui est l'actuel président de la République du Gabon, fils de l'ancien président Omar Bongo. J'ai été saisi par Onaïda dans le cadre de la succession d'Omar et du règlement de la succession d'Omar. Dans ce cadre-là, et dans le cadre de l'examen des documents de la succession, on s'est rendu compte que tous les héritiers avaient communiqué au notaire les éléments relatifs à leur état civil, sauf lui. Aujourd'hui, il est président en exercice de la République du Gabon. Et à ce titre, d'ailleurs, il a déposé un acte de naissance en 2009, au moment de sa candidature, c'est une obligation, et il semblerait que cet acte-là pose également un certain nombre de problèmes. Vous avez trois actes d'état civil qui circulent au jour où nous parlons, celui de 2009, qu'il a déposé lui-même pour se présenter à la magistrature suprême, celui qui a été publié par le journal Le Monde, qui est censé émaner de la présidence de la République également, et puis le dernier, celui que nous avons pu récupérer à Nantes. Je vous laisse observer la chose. On voit bien que ce n'est pas du tout la même signature. L'un est nécessairement faux. On ne voit pas comment Omar Bongo aurait pu signer au même moment de manière aussi différente. Voilà. Bon, là, après, vous avez toutes les différences entre les deux actes eux-mêmes. La couleur de l'encre, déjà, ici c'est de l'encre bleue, ici c'est de l'encre noire. Vous avez des différences sur le contenu. Numéro 47 du 10 février 1959, ici c'est du 10 février 59. Après, vous avez les mots eux-mêmes qui sont coupés à un endroit et qui ne sont pas à l'autre. Ici, de sexe masculin, vous le trouvez sur la troisième ligne. Ici, sur la troisième ligne, il est coupé, il se retrouve sur la quatrième. Franceville, ici, se trouve sur la quatrième ligne en entier. Et ici, Franceville se trouve coupé entre la quatrième et la cinquième ligne. Il y a une autre chose extrêmement troublante sur ces deux actes-là. C'est que Dominique N'Gala-Kanda, qui est censé être l'officier d'état civil qui signe ces deux actes, déjà, il ne les signe pas. Premièrement. Mais surtout, M. N'Gala-Kanda n'est plus à Brazzaville en 1959. Donc on ne voit pas comment il aurait pu signer ces actes-là. Les enjeux pour nous, dans le cadre de ce dossier, sont des enjeux financiers, des enjeux privés de règlement d'une succession. Voilà. Nous, on cherche ce document et la vérité de la filiation, comme on cherche
les autres documents qui concernent la succession. L'autre enjeu est effectivement un enjeu politique, mais celui-là, à la limite, ne nous concerne pas nous directement, mais concerne plutôt le débat politique au Gabon aujourd'hui et à l'aube d'une nouvelle campagne électorale, puisque les élections sont prévues, je crois, au mois d'août ou au mois de septembre 2016 prochain. Donc la campagne va s'ouvrir, et c'est vrai que la Constitution du Gabon prévoit en son article 10 que le président de la République doit être gabonais. Et si effectivement M. Ali Bongo est bien frais et n'est pas né dans l'AES, donc il n'est pas gabonais, et donc il ne peut pas non seulement se succéder à lui-même, de par la Constitution, mais, et c'est ce qui serait également gravissime politiquement, me semble-t-il, c'est qu'il serait injure par rapport à sa première candidature. Voilà, messieurs, vous avez bien écouté le maître Mouté qui donne des explications sur cette nouvelle plainte déposée par la Benjamine du chef de l'exécutif Onaïda Maïcha Bongo Ondimba, un problème d'acte de naissance et qui apparaît aujourd'hui comme un véritable boulet que traîne le chef de l'exécutif. Première réaction par rapport à ce document. Pascal Nkolo. Première réaction simple par rapport aux enjeux qui ont trait aux initiatives menées autour de cet acte de naissance. L'avocat l'a relevé. Le premier, et je crois à mon avis, c'est celui-là qu'il faut peut-être garder de vue, c'est l'enjeu financier. Tout le monde sait que Feu Omar Bongo Ondimba a laissé une importante fortune et que l'ensemble de ses enfants souhaiterait évidemment que cet argent soit remis aux uns aux autres en fonction des directives qu'il aurait données. Parce que ce qui ne semble pas être le cas, précisons-le quand même pour la plaignante. Je pense, c'est-à-dire je ne suis pas certain que ce soit cela, mais bon, moi, je pense que les uns les autres souhaiteraient être mieux pris en compte. Est-ce que ces orientations, plutôt les orientations données par Omar Bongo sont respectées ou pas, je n'en sais rien. Mais ce que je note, c'est qu'il y a donc cet enjeu financier qui est important. Je ne voudrais pas m'étendre dessus parce que cela ne concerne que la famille Bongo. La famille Bongo au sens le plus large qu'il soit. Hein. Je ne sais pas combien ils sont, comment ils se déplacent. Ils sont une cinquantaine. Voilà, donc il y a ce problème qui est propre à la famille Bongo. Et puis l'autre enjeu, c'est évidemment un enjeu politique parce qu'il ne serait pas non plus anodin de souligner que Onaïda, c'est tout de même la petite fille de M. Zakari Mimbuto, qui est président de l'Union nationale. Donc il y a une exploitation politique de cet acte qui se veut être un acte qui en isolé. Fait une exploitation politique. Je dis simplement parce que l'avocat l'a tout de même relevé en disant, mais même s'il prend le soin de dire ce n'est pas de son ressort, voilà. Mais nous notons quand même qu'il en parle. Il aurait pu ne pas aborder ce taux de volet parce qu'effectivement, ce n'est pas de son ressort. Il a été saisi au fin de mieux défendre les intérêts de sa cliente en ce qui concerne les droits successoraux. Bon, il s'engage à aborder un volet qui, sur le plan, je dois dire, des responsabilités qu'il engage lui, ne le concerne pas du tout. Mais je voulais donc tout de même relever que Onaïda se trouve être la petite fille de M. Zakari Mimbuto. Qui, comme tout le monde sait, est président de l'Union nationale et qui, normalement, devrait être donc en course, soit lui ou un membre de son parti, pour la prochaine élection présidentielle de cette année. Donc, il y a un autre enjeu, c'est cet enjeu-là, et donc politique. Ce serait quand même trop facile de penser que l'Union nationale surferait dessus pour évidemment une quelconque candidature à l'élection présidentielle. On a noté, et je vous le rappelle, vous l'avez également suivi, l'avocat de Onaïda Maïcha Bongo Ondimba a tout de même précisé que ce sont là des problèmes de succession qui finalement sont mis sur la place publique du fait du principal concerné qui n'est autre que la première institution du pays et donc tout le monde peut en parler. Oui, tout le monde peut en parler, mais je dis que lorsqu'on est avocat, on est saisi sur un point précis. Or là, il fait une discrétion pour se mettre véritablement sur le plan politique. Donc, et je dis qu'il n'est pas tout à fait aussi inutile de ressouligner le lien qu'il y a entre la plaignante et M. Zakari Mimbuto. Donc, on voit bien là qu'il y a un intérêt à ce que politiquement, cette situation qui est une situation, je dois dire, de plainte par rapport à des droits successoraux, soit politiquement mis en exergue.
Je crois que c'est de bon jeu que cela se fasse, mais la question qu'on devrait se poser, c'est par rapport à cette question liée à l'acte de naissance du chef de l'État. C'est que cet acte de naissance a été fourni par une institution, en l'occurrence le tribunal de Nantes. C'est plutôt à la demande du tribunal de Nantes, pour que les archives de Nantes soient, je dois dire, inspectées. Et ensuite, une copie leur a donc été remise. Est-ce que, et c'est la responsabilité que devront prendre les uns les autres, est-ce qu'on est en train de dire que les documents qui se trouvent à Nantes sont faux? Auquel cas, qui les aurait introduits? Votons nous faire croire que M. Ali Bongo ou M. Omar Bongo, en tout cas l'un de deux, aurait volontairement introduit des faux documents aux archives de Nantes, ce qui serait grave parce que la crédibilité du gouvernement français et des autres institutions françaises, notamment la justice française, se trouverait fortement impliquée. Voilà, la justice française, le gouvernement français se retrouverait fortement impliqué, mais on relève tout de même que avant Nantes, il y a bien eu Luc Bongonsi, le président du Morena, qui a posé ce problème avant justement les procédures initiées au niveau de Nantes, du fait simplement de l'établissement de l'acte de naissance de 2009 que l'on a également présenté, puisque évidemment le maître Moutete, l'avocat de Onaïda Maïcha Bongo Ondimba, précise évidemment qu'il y en a eu 3 qui circulent. Télésphore Bamgomo, première réaction. Alors, je vous remercie, Monsieur Serrano, pour cette invitation d'abord, qui nous permet de pouvoir éclairer le peuple gabonais sur certaines questions. Et cette question, pour moi, elle est fondamentale. Fondamentale, je ne vous coupe pas, aussi fondamentale, parce que vous étiez quand même l'un des journaux à avoir soulevé le problème. Oui, d'autant plus que, alors, quand on dit soulever le problème, il faut peut-être un peu juste préciser que de retour de Paris, où je vivais, je trouve un débat sulfureux dans la presse. Mes collègues de la presse, notamment ceux du Scribouillard, Placide Moulakou, paix à son âme, et la griffe, ne pas les citer, des journaux proches du palais présidentiel, ou du moins rédigés au palais présidentiel, avaient soulevé la nationalité de Jacques Adiaïno, qui vient à peine de quitter le Parti démocratique gabonais, et Jean Ping. On disait que l'un était russe et l'autre était chinois, et qu'il ne peut pas prétendre concourir à l'élection présidentielle. Moi, ayant trouvé ce débat sur la place, j'ai relevé en disant ceci. Et si on parlait d'acte de naissance, et dans mon article, j'ai attiré l'attention des uns et des autres qu'il ne fallait pas poursuivre ce débat-là. Ce n'était pas un débat qui était bon pour notre champion, parce qu'en ce temps-là, j'étais encore dans la majorité, étant encarté PDG. Pas une, pas deux, j'étais frappé la plus lourde sanction par le Conseil national de communication, c'est-à-dire 6 mois, en violation flagrante des textes, des dispositions constitutionnelles et du Code de la communication. La procédure court toujours. J'ai épurgé ma peine. Aujourd'hui, je suis bien en train de me poser la question. Comme je le disais dans mon article déjà en juin 2014, sur cette question-là, qui trinquera? C'est certainement Ali Bongo. Je le précisais bien dans mon article. Aujourd'hui, quand je vois les rebondissements, je me dis, mais est-ce qu'on parle encore aujourd'hui de l'acte de naissance, de la filiation, ou la parenté, ou les origines de Jean Ping, ou de Jacques Adiaïno? Non, c'est le cas d'Ali Bongo qui est mis sur le grill, et de manière assez humiliante. Alors, pour répondre concernant la sortie publique de M. Éric Moutet, avocat de Mademoiselle Onaïda Maïcha Bongo Ondimba, je relève 3 points. Le premier point est d'ordre, en fait, on va dire, financier, c'est-à-dire des enjeux financiers. Enjeux financiers. La petite Onaïda veut voir plus clair dans la question de la succession, et pour cela, elle demande à ce qu'on puisse vérifier un peu la filiation des uns et des autres. Qu'est-ce qui lie Omar Bongo à certains héritiers? C'est insuccessible pour avoir le jargon du domaine. On se rend compte que M. Ali Bongo n'a pas encore fourni son acte de naissance parmi tous les successifs, les héritiers, et ça pose problème dans la liquidation de l'héritage. Alors, elle entame une procédure judiciaire auprès des avocats français, et M. Éric Moutet relève bien l'enjeu financier, qui n'a pas d'autre relent. Mais en homme éclairé, il comprend très bien qu'on ne veut pas faire fi de l'aspect politique de la question. Si effectivement M. Ali Bongo avait remis l'acte de naissance très clairement, de manière très précise, ça n'aurait fait l'objet d'aucun débat.
on aurait compris tout de suite. Mais étant donné que cet acte de naissance-là semble poser problème, parce qu'il y a trop de débats là-dessus, pourquoi n'avoir pas simplement fait comme Barack Obama? Si on a un acte de naissance authentique, dès qu'on remet votre filiation, vos origines en cause, vous le sortez, vous présentez, et ça clôt le débat. Barack Obama l'a fait en son temps, et ça clôt le débat. Plus personne n'en a parlé aux États-Unis. Au niveau du Gabon, c'est un problème qui dure et perdure parce qu'on nage dans le flou artistique. Ça nous amène évidemment dans le volet politique. Pourquoi? Parce que la filiation de M. Ali Bongo étant remise en cause par certains acteurs politiques, y compris par certains membres de sa famille, bien sûr, ça donne aujourd'hui que si l'article 10 de la Constitution dit qu'on ne peut être président qu'après la quatrième génération lorsqu'on a été adopté, cela voudrait dire que M. Ali Bongo ne peut pas concourir à l'élection présidentielle, alors qu'il a bien concouru à l'élection présidentielle. Et beaucoup de choses ont été remises en cause, notamment l'acte de naissance qui était produit au 13e arrondissement par M. Akasaga. Ensuite, il y a un acte de naissance qui est paru dans le journal Le Monde, avec la photo d'ailleurs de la famille Thiel, etc., justifiant la filiation d'Ali Bongo à Omar Bongo. Donc, tous ces éléments-là, quand on va à Nantes, effectivement, là je reviens Pascal, Nantes a bien sorti un document qui atteste que M. Ali Bongo a un document ici, etc. Mais alors, on en doit de se poser, mais tous les actes de naissance qui sont sortis avant, ils émanent d'où et pourquoi? Ils ont servi à quoi? La fébrilité par rapport à cette situation-là a mené quelquefois les gens à poser des actes qui aujourd'hui les rattrapent. Parce que quand on te sort un document, on rappelle quand même une chose, c'est que l'état civil de Nantes, le centre d'état civil de Nantes, est sous la supervision de Laurent Fabius. Laurent Fabius qui est quand même un proche du pouvoir en place. Il est quand même arrivé au Gabon 2 ou 3 fois déjà, depuis que François Hollande est président de la République. Donc on suppose des relations assez franches, assez amicales. Donc il peut, je dis bien il peut, je ne dis pas il a fait, il peut influencer. Mais ça va nous amener sur un troisième volet, sur le volet judiciaire. D'ailleurs, qu'a soulevé Éric Moutet en disant on porte plainte auprès des juridictions françaises pour savoir comment un seul individu peut avoir autant d'actes de naissance. Il faut qu'on vienne justifier cela. Ce qui est apparu dans le journal Le Monde, il faudra qu'on nous dise d'où ça sort, pourquoi on l'a fait sortir, dans quel objectif. Quand on voit après Nantes sort un nouvel acte de naissance, pour quelle raison, comment ils ont fait. Si cet acte de naissance existait depuis fort longtemps, pourquoi être allé chercher de faux actes de naissance alors qu'on en avait un vrai? Et pourquoi en établir un à Libreville? Pourquoi en établir un à Libreville? Toutes ces questions-là méritent d'être posées parce que je crois que Ali Bongo a fait preuve de beaucoup de négligence sur cette question-là. Et là, il faut revoir, il faut aller à l'origine de cette problématique-là. Voilà. Et si on part à l'origine de cette problématique, on peut bien se demander pourquoi, et c'est d'ailleurs la question que certains peuvent se poser, pourquoi Feu Omar Bongo Ondimba a-t-il laissé cette situation en l'état? Est-ce qu'on peut y trouver une réponse? Je pense que le pouvoir Omar Bongo a ceci de particulier. C'est que lorsque l'ancien est décédé, les listes de son système continuent à tourner. Mais Ali Bongo a mis en place un nouveau système, une machine avec ses amis, etc. Il gouverne avec ses amis. Et il a mis au placard beaucoup de personnes qui ont travaillé avec son père, qui maintenaient beaucoup de secrets, y compris dans le cercle familial. Aujourd'hui, ces personnes mécontentes considèrent qu'elles n'ont plus d'intérêt à garder le silence, à faire régner le silence sur les deux colonnes. Donc, elles s'expriment aujourd'hui publiquement, soit discrètement pour lancer des billes, et les personnes concernées savent exactement de quoi il s'agit, pour comprendre que l'information il y a eu des fuites, soit elles font publiquement en posant tant de problèmes, comme M. Jean-François Tudeman, qui était quand même Premier ministre et directeur de cabinet du chef de l'État, à la grande époque, donc qui connaît quand même ce nombre d'informations. Donc ces personnes commencent à s'exprimer cette question. Le livre de Pierre Péan, Nouvelle affaire africaine, je prends juste un petit passage. Ils sont dans la salle à Barcelone, Omar Bongo inerte sur son lit d'hôpital et M. Christian Bongo qui est à ses côtés. La scène se passe entre il y a uniquement deux personnes dans la salle. Omar Bongo décédé, Christian Bongo vivant. Comment une telle information, surtout à l'extérieur, si ce n'est pas forcément quelqu'un qui était proche, personne, voilà, qui en a parlé, forcément quelqu'un qui était dans la salle qui en a parlé. C'est qui? Je crois que dans la famille, Omar Bongo avait mis en place un système, la famille ne se retrouve plus à l'intérieur. Beaucoup de choses se disent maintenant aujourd'hui, parce qu'ils considèrent que nos intérêts ne sont plus protégés. Dans ce cas-là, on n'a plus à garder quoi que ce soit comme information. Et c'est
ce côté-là nous sortent les informations les plus croustillantes. Voilà. Monsieur Pascal Nkoulou répondait justement à cette deuxième interrogation. Feu Omar Bongo Ondimba avait-il intérêt à laisser pourrir la situation, sachant, en tant que sage, que cela aurait pu rattraper les membres de sa famille? Parce qu'on reste là dans le cadre de la succession et tout cela ressort parce qu'effectivement, le problème de la succession, il est là, pendant. Bon, moi je pense que nous vivons, enfin je vis au Gabon depuis toujours. Je vis au Gabon depuis toujours. Un ensemble de faisceaux en termes d'informations vraies ou fausses, fondées ou pas du tout, ont toujours circulé dans ce pays. Je ne pense pas que le président Omar Bongo Ondimba n'ait pas pris sur lui de veiller à ce que son fils soit dans ses droits. La preuve, en termes de preuve, ce qu'on entend, c'est que dans le cas du testament qu'il a laissé, ceux qui sont habilités ou ceux qui sont considérés comme légataires testamentaires, M. Ali Bongo Ondimba figure bel et bien. Il ne l'a pas inventé. C'est une preuve de haute affection, premièrement. Deuxièmement, sur le plan politique, tous ceux qui ont milité dans le PDG, je n'ai jamais milité à l'intérieur du PDG, mais j'ai jeté un coup d'œil dans leur statut. Le seul qui avait le statut de vice-président fondateur, c'était Ali Bongo Ondimba. Vice-président fondateur. Fondateur, oui. C'était Ali Bongo Ondimba. Celui sur qui les critiques pendant plus de 25 ans ont fusé sur la probable succession à la tête du président Omar Bongo Ondimba, c'était Ali Bongo Ondimba. Et Omar Bongo Ondimba, de son vivant, n'a rien fait pour le limiter. Il lui a par contre donné des postes ministériels qui lui permettaient d'avoir une ascension politique intéressante. Vous pensez que ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense. On se souvient que le ministre des Affaires étrangères, il n'a pas mis beaucoup de temps. Oui, mais parce que justement, les mêmes contingences que l'on rencontre aujourd'hui ont voulu qu'à une époque, on dise que lorsque vous n'avez pas 34 ans, 35 ans, et que vous, même si vous êtes député, donc vous avez une légitimité nationale, vous ne pouvez pas être au gouvernement, ce qui était je veux dire, d'un ridicule énorme. Donc ce sont ces mêmes contingences que l'on retrouve presque 30 ans après. Je survole ça. Ce que je veux noter par rapport à votre question, vous me demander, est-ce que Omar Bongo Ondimba a laissé pourrir les choses? Je crois qu'il a simplement pris la précaution. Connaissant un grand homme politique qu'il était, l'ensemble des velléités qui allaient survenir dans le cas où il aurait certainement de façon directe tranché en faveur d'Ali Bongo, que ces velléités lui auraient peut-être même coûté à lui le pouvoir aussi, je crois. Parce qu'aujourd'hui, quand je vous prends tous ces éléments qui se faisaient devant tout le monde, et que tout le monde voyait, et que tout le monde savait qu'au travers du groupe des rénovateurs, même si après il y a eu cette situation de jeter un mot non plus à la fin, entre les deux frères, mais tout le monde savait que cet homme s'organisait pour le moment venu succéder ou concourir à l'élection présidentielle. Pour permettre que son fils le succède. Et ensuite, maintenant aujourd'hui, le problème de fond qu'il y a par rapport à cette question d'acte de naissance, moi ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait des experts, pas des commentaires faits sur le fait qu'un mot n'est pas là à la fin. Tout le monde sait bien, quel que soit le document qu'on va vous donner. Si on vous donne 2 phrases à écrire, vous aurez forcément tendance à aller à la ligne. Rappelons quand même, M. Pascal Nkoulou, que c'est un document, sans vous couper, rappelons quand même que c'est un document d'un président de la République. Oui, non. Quand le document est fait, c'est devenu le président de la République. Quand le document est fait, c'est le document d'un citoyen de l'AF. Fait par un officier d'état civil ou par un agent, je ne sais pas quoi, mais c'est fait comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est certainement fait sur plusieurs volets. Et je peux dire aujourd'hui que quand vous prenez même notre état civil, lorsque l'agent transcripteur vous remplit votre acte de naissance, il y a des fortes chances que vous trouvez qu'il soit allé à la fin d'un mot et qu'il ait recommencé. Est-ce que c'est volontairement que l'on a gardé le silence? Et ensuite, je dis, lorsque l'on veut contester un document, je ne pense pas que que l'avocat en question, Éric Moutet, ait la capacité à remettre en cause les éléments scripturaux, c'est-à-dire de dire que cette écriture est contraire à tel autre. Il n'a pas remis en cause, il a juste relevé ce qui est visible. Oui, je dis ce qui est visible, mais écoutez, je vous dis, si vous faites 3 fois une même phrase, vous n'aurez pas le même émargement sur toute la ligne. Vous serez soit débordé ou vous serez raccourci.
Donc c'est des éléments qui me semblent être d'une telle subjectivité que je préfère ne pas en parler. Pour dire que, et ensuite quand tu dis, est-ce qu'Omar Bongo peut avoir une signature qui diffère légèrement, signez 3 fois, vous verrez que votre signature ne sera plus la même. Donc ce type d'éléments, il n'est pas bon qu'on les suive parce que dans le fond, ils sont facilement contestables. Et ensuite je dis, ce n'était pas à Omar Bongo de dire c'est mon fils, c'est aux gens, comme ils le font là, Nantes vient de donner un acte de naissance, à eux de prouver que les archives de Nantes ont été faussées. Et ça, à mon avis, c'était un précédent extrêmement grave. Aujourd'hui, il y a un acte de naissance qui est là. Cet acte de naissance est l'authentique. Je peux comprendre que l'on dise que la transcription faite a été maladroite parce qu'il a manqué l'élément de référence. Ça peut se discuter. Et que fait-on, et c'est une autre question que je pose, que fait-on donc, dans ce cas précis, de l'acte de naissance de 2009, puisque c'est un acte de naissance qui vient, et M. Télésphore, vous commencez là-dessus, et c'est un acte de naissance qui vient de susciter une autre plainte, en dehors de celle initiée par la Benjamin du chef de l'exécutif. Il y a Paul-Marie Ngonjou qui montait au créneau il y a quelque temps là, et qui annonçait avoir porté plainte au parquet de Libreville contre Serge William Akasaga, qui était à cette époque-là, en 2009, le maire du 3e arrondissement de Libreville. Alors je pose la question, que fait-on de cet acte de naissance de 2009, si tant est que finalement il y a un vrai acte de naissance sorti de l'état civil de Nantes? Non, je crois qu'il faut être serein, il faut être objectif, mais surtout il faut être républicain quand on aborde des questions de cette nature-là. Monsieur Pascal Nkoulou ne peut pas tenir le propos qu'il a eu tenu en parlant des questions d'écriture. Lorsque vous avez un document, je peux partir aujourd'hui à Bitam, là où je suis né, je vais à la mairie de Bitam, il y aura une souche, je dis bien il y aura une souche, l'original de mon acte de naissance, je vais faire une photocopie et il sera légalisé. Lorsque vous partez à Nantes, c'est la même procédure. Vous dites, mon père est né en 1935, j'ai besoin d'avoir une copie, du moins il a besoin d'avoir une copie de son acte de naissance, on va lui sortir une copie de son acte de naissance, il n'y aura aucune différence, je dis bien aucune différence sur les mots placés. Parce qu'on ne vous refait pas un acte de naissance séance de Nantes, on vous redonne un acte de naissance qui existe déjà. C'est la raison pour laquelle je dis, il y a eu trop de précipitations, il y a eu trop d'agitation lorsque la question du livre des pierres payants est sortie. Le pouvoir en place a été fébrile, il a manqué de froideur et de beaucoup de lucidité. Ils se sont jetés dans des fabrications scabreuses, anormales, complètement démagogiques, qui aujourd'hui revient au visage comme un boomerang. S'il y avait la question, si à Nantes il y avait réellement la naissance, ça ne leur coûtait rien d'aller sur place. Ali Bongo n'avait pas besoin d'attendre qu'on aille faire ce travail-là. Pierre Péan a contesté la filiation des Bongo, il partait à Nantes et il sortait avec la naissance, terminé sans régler la question. Pas besoin d'aller faire sortir de faux documents dans le journal Le Monde. Bon, est-ce qu'Omar Bongo a voulu cette situation-là? Je crois que cela ne revenait pas à Omar Bongo. Ali Bongo n'a pas 15 ans. Ali Bongo n'est pas mineur. Ali Bongo est majeur depuis fort longtemps. Je crois qu'il approche maintenant la soixantaine. Donc, c'était à lui de prendre cette question-là très au sérieux. Mais je crois qu'en réalité, il y avait des dessous pas très clairs dans cette affaire. Bon, la France, que Pascal Nkoulou parle, n'a pas toujours été une France propre. Il y a eu beaucoup de scandales qui sont sortis des ministères français, beaucoup de scandales qui sont sortis du pouvoir politique français. Lorsque certains intérêts sont mis en danger, comme le disait Maurice Delaunay, un ambassadeur, quelquefois la morale n'a pas sa place. Dans cet acte de naissance est contestable, même sorti de Nantes. Honnêtement, cet acte de naissance-là, c'est encore un énième boulet qu'on vient d'accrocher sur le pied d'Ali Bongo, fut-il sorti de Nantes. Parce que voici un acte de naissance qui remet en cause ce que eux-mêmes, au départ, ils ont eu à poser sur la table. C'est quoi je dis, il y a des questions où il faut être froid. Ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui sont trop fébriles. Ils sont autistes, ils n'écoutent personne. Quelquefois, nous, les petits gens, nous donnons des avis. Si un temps soit peu, il faut prendre ces avis-là et comprendre que quand on donne un avis contraire ou différent, ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas ou qu'on ne vous comprend pas.
c'est qu'il y a dans le monde plusieurs avis. Et les avis divergent. Mais depuis qu'on constate, c'est que c'est soit vous êtes contre nous, soit vous êtes avec nous. Mais c'est pas comme ça qu'on gère un pouvoir. L'acte de naissance de Nantes, je peux vous garantir que c'était un piège encore. C'était encore un piège. Parce que vous allez vous rendre compte. Nous assistons au départ de Mme Christiane Taubira, ministre de la Justice. Aujourd'hui, le nouveau ministre de la Justice française, c'est un proche de Manuel Valls. Cette question-là, qui est rapportée devant la justice française, elle sera intraitable. Et je crois que, tel que c'est parti, ça sent le roussi. Et qu'est-ce qu'on fait de 2009, l'acte de 2009? Quand je dis justement... Puisqu'il y a une plainte contre Serge William. Là, je rejoins... Vous savez, Pascal, on est d'accord sur tout. Là, je rejoins Pascal Kolo. Qui porte plainte en réalité? Une fois de plus, c'est le beau-père, le mari de Mme Chantal Ngonjou, donc la mère de Naïda. Donc, Paul-Marie Ngonjou, qui est également encore une question familiale, qui estime que cette question-là est encore traitée devant les justices. Donc, on tourne toujours dans le même centre. Mais cette question-là, à un moment donné, il faudra qu'on en parle. Parce que la fortune acquise par Omar Bongo Ondimba, une bonne partie a quand même été mal acquise. C'est de la spoliation de l'argent du trésor public gabonais, avec la mise en place de l'État synergie, qui est un scandale financier ahurissant. Bon, quand on est quand même un opposant, on estime quand même qu'on veut faire changer les choses. On devrait commencer par renoncer à cette question de bien mal acquis. C'est de cela dont il est question, puisque justement, elle voudrait renoncer à sa part d'héritage. C'est du moins ce qui ressort. Hein. Non. Et que finalement, bon, elle voudrait tout de même voir clair. Non. Quand on renonce, on ne s'y intéresse plus, monsieur Serrano. On ne s'y intéresse plus. On vient publiquement dire, cet argent-là, mon père l'a acquis malhonnêtement, je ne suis pas intéressé, je renonce. Dans ce cas-là, on fait un document notarié. Le notaire, légal, je ne sais pas quoi, il y a un terme spécifique, le notaire prend acte que Mme Onaïda Maïcha Bongo Ondimba a renoncé à sa part d'héritage. Et puis, le reste, la procédure continue. Bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui est aujourd'hui, c'est que la filiation d'Ali Bongo est remise en cause. Et là, on ne peut pas faire fi du volet politique de cette affaire-là. Absolument. Ce qui est normal d'ailleurs, et légitime. Comme on va dire. C'est d'autant plus que c'est la première institution. On va dire un peu brutalement, tous les coups en politique sont permis. Là, je suis d'accord avec Pascal de ce côté-là. En même temps, il y a une contradiction. Soit on veut changer les choses. Le Gabon a mal fonctionné, on veut changer les choses. On conteste le système de Omar Bongo. On conteste la légitimité de Omar Bongo et de son fils. Dans ce cas-là, ce qui a permis à Omar Bongo de s'installer, de demeurer au pouvoir, on doit aussi renoncer à cela. C'est-à-dire les mauvaises habitudes, notamment la spoliation du trésor public gabonais à travers une fortune acquise de manière très, très arbitraire. Très arbitraire. Pascal Nkoulou, que fait-on finalement de l'acte de naissance de 2009? On écarte cet aspect. Je crois qu'il faut simplement que ce débat, ces éléments, soient appréciés par des experts. L'acte de naissance de 2009 pose problème en ce que la transcription s'est faite dans une mairie qui n'était pas habilitée. Et déjà? Bon, c'est un fait. Il faut le reconnaître comme tel. Mais dans le fond, le problème d'acte de naissance ne s'opposerait plus. Alors on aurait tout oublié. Non, je dis, il vaut mieux s'en tenir aux éléments de droit qui existent. Parce que, quitte à spéculer, on peut tout dire. Mais la réalité est là. Je me garderai bien, et je serai vraiment d'avis, que c'est un univers ou c'est un domaine vers lequel il vaut mieux ne pas s'avancer. Pourquoi? Penser. Pourquoi? Que les archives de Nantes. Il va nous donner des explications. Je dis penser, je préférerais. Moi, je reste toujours très prudent sur un certain nombre de choses. Parce que penser que la famille Bongo et quelques membres du gouvernement français s'arrangeraient à faire en sorte que des documents faux soient introduits dans une institution, cela me semble quand même assez gros. Ce d'autant plus que c'est un élément qui est susceptible de faire tomber toute la classe politique française. Bah, pas du tout. Non. Laissez-le terminer. Vous allez reprendre la parole. Je le dis parce que ce sont des éléments, ce type d'acte ne peut se poser qu'avec la complicité de ceux qui ont la décision au niveau hiérarchique le plus élevé. Notamment, en l'occurrence, la question d'État. Voilà, la question d'État est donc le chef de l'État. La question d'État, donc, à la limite, moi je spécule. Je connais à le spéculer. Je dis, mais il vaut mieux ne pas envisager ce type de choses. Parce que dans le fond, ça n'en service à personne. Ça voudrait dire quoi?
Ça voudrait dire que, comme il le disait tout à l'heure, ce que l'on souhaite aujourd'hui acquérir, les éléments de la souveraineté, nous ne les détenons pas. Parce que ceux qui ont la capacité à gérer et notre actif et notre passif d'hier ou d'aujourd'hui vont continuer de le faire demain. Et à ce moment, comment pouvons-nous envisager d'organiser une nation si nous ne sommes pas, nous, capables de nous dire, bon, écoutez, cette situation est une question de droit, nous nous en tenons aux éléments qui existent pour nous donner un élément de départ. Sinon, on va aller dans de concession en concession, parce que lorsque l'on dit Paul-Marie Ngonjou porte plainte, bon, Paul-Marie Ngonjou porte plainte parce qu'il veut que à Kassaga, parce qu'il veut que politiquement cet élément soit régulièrement ressassé. Alors, mais on note bien que tous les coups sont permis. Est-ce que le droit au Gabon, est-ce que le droit pénal interdit un maire de posséder une transcription? Est-ce qu'il n'a pas des éléments de référence? Est-ce qu'il les a? Alors, monsieur Télésphore, attendez. Alors, je vous renvoie la question. Selon vous, et si on vous comprend bien, on note bien que les téléspectateurs vont sans doute le comprendre également, comme vous voulez le transcrire, un acte de naissance transcrit dans une mairie qui n'est pas habilitée à le faire, on doit laisser passer. J'insiste sur la question. Je dis sur le plan du droit, l'institution qui le reçoit et qui se rend compte que l'acte de naissance n'a pas été établi ou transcrit à l'endroit ou à l'institution où il aurait dû le faire. Les transcriptions se font au premier arrondissement. Au premier arrondissement, peut dire que la transcription n'a pas été faite au bon endroit. Mais ça ne remet pas en cause. Ça ne remet pas en cause la nature de l'acte lui-même. Alors, qu'est-ce que ça veut seulement dire que cet acte, on va demander à ce qu'il soit retranscrit. Simplement. Mais maintenant, parce que... Mais écoutez, moi, je vous pose une question. Il faut le pousser. Monsieur Télésphore, laissez-le poursuivre. Vous allez réagir. Moi, j'étais agent de la mairie de Libreville. J'étais agent de la mairie. C'est pourquoi la mairie marchait si mal alors? Non, je ne sais pas responsable. C'est pourquoi la mairie marchait pas d'attaque personnelle. Monsieur Télésphore, laissez-le répondre. Vous allez réagir. J'étais agent de la mairie de Libreville pendant de très longues dates. Il arrive que depuis qu'il y a eu la création de nouveaux arrondissements, vous savez, Libreville avant, vous avez le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, puis on a ajouté le sixième. Ce qui a fait en sorte que certaines archives du sixième arrondissement ont été décalées au premier. Et puisque l'information n'a pas suffisamment circulé, certaines mairies, jusqu'en 2003, avaient des documents de transcription. Il a fallu que le ministre André Mbobam prenne la décision pour canaliser un ensemble d'éléments que les transcriptions se font dorénavant au premier arrondissement exclusivement. Voilà, Monsieur Pascal Nkoulou, nous sommes dans un pays de droit, rappelons-le, et donc je reprécise que en ce qui concerne la première institution du pays, le débat a des raisons d'être sur la place publique, et donc lorsqu'on est à la tête d'un pays, on se doit d'être modèle. Télésphore Bamgomo l'a dit tout à l'heure, Barack Obama, sa filiation avait été contestée en son temps et il a été clair là-dessus. Un acte de naissance était sorti et présenté devant l'opinion américaine. Alors, Monsieur Télésphore, je repose la question sur cette plainte. Qu'est-ce qu'on fait de l'acte de naissance de 2009 ? On tire progressivement vers la fin du temps qui est imparti pour ce thème. Qu'est-ce qu'on fait de l'acte de naissance de 2009? Doit-on considérer, comme le pensent pas mal de Gabonais, que c'est un faux débat et qu'il faut avancer, comme on a coutume de l'entendre, et laisser ce qui s'est passé? Non, ce n'est pas un faux débat, bien au contraire, c'est un débat important parce qu'effectivement, il s'agit de la première institution de notre pays. Moi, je prends acte de la mauvaise foi de M. Pascal Nkoulou, parce que je dis bien une fois de plus, ici, nous ne faisons pas de débat politicien. Il faut dire les choses avec beaucoup d'objectivité, surtout d'esprit républicain. Les hommes passent, notre pays demeure. Omar Bongo, Georges Rayuri et bien d'autres, Mamboundou, Mbobam sont bel et bien passés, le Gabon demeure. Quelle est, nous, à notre période, la marque que nous déposons pour marquer à jamais notre passage dans ce pays-là? Marquer la rupture. Alors, même pas forcément la rupture, marquer l'histoire. Marquer l'histoire avec un discours de vérité. Surtout quand on aspire à des fonctions importantes, comme M. Pascal Nkoulou, qui a brigué la mairie et qui a vraiment échoué.
finalement... Je crois que non, le débat... non. Laissez-le terminer. Monsieur Pas d'affaires Pascal Koulou, personnelles. ce ne sont pas des affaires personnelles, Voilà. ce sont exactement... Il n'a jamais été candidat à une élection, mais Sans doute il le ne sera. connaît pas. Sans doute il le sera. Bon, on verra bien de quoi il est capable. Poursuivez, M. Célestin. Je disais très clairement, ce n'est pas un monologue, effectivement c'est un dialogue entre nous, on échange. Bon, dans ce que je constate, c'est que lorsque un acte a violé la loi, il faut clairement dire que l'acte a violé la loi. On peut maintenant expliquer pourquoi on a violé la loi. On peut trouver des raisons qui peuvent atténuer la sanction, qui peuvent amoindrir la sanction, mais qui ne peuvent pas justifier le faux. La mairie du 3e arrondissement n'est pas habilitée pour pouvoir retranscrire les actes de naissance. Point. Sinon, ça créerait le désordre. Sinon, ça crée le désordre. Il faut, lorsqu'on veut en plus gérer une grande institution, on doit commencer par respecter la loi. Alors, respecter la loi, c'est de cela dont il est question. Une autre question qui se pose, il y en a justement qui ont été écroués à la maison d'arrêt de Libreville et dans d'autres maisons d'arrêt à l'intérieur du pays, évidemment, pour avoir usé de faux dans nos administrations. Il y en a nombreux, par dizaines ou par centaines, qui croupissent aujourd'hui à la maison d'arrêt de Libreville. Que fait-on de cela, si tel est que pour un acte jugé grave par les leaders politiques, jugé grave par l'ensemble des Gabonais, le chef de l'exécutif dont la civilité pose problème, dont l'état civil pose problème aujourd'hui, doit-on laisser passer et que fait-on de ceux-là même qui croupissent dans les geôles pour les mêmes faits? J'allais en venir justement, parce que vous m'avez coupé, je voulais dire que certains sont allés en prison pour moins que ça, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils ont posé des actes qui n'étaient pas conformes à la loi, et ils ont été sauvagement, sinon brutalement sanctionnés. Donc, on ne peut pas dire, passer pour perte et profit, un acte où le chef de l'État n'a pas respecté la loi. Bon, on prend acte. Maintenant, il faut bien sûr avancer maintenant dans le débat. Dans le débat, est-ce que l'acte de naissance a été transmis correctement, a été retranscrit correctement? Aujourd'hui, ça pose la question parce que ça a été retranscrit sur la base de quoi? Finalement, quand on regarde cet acte de naissance sorti par la mairie du 3e arrondissement, produit par le maire à Kassaga, a été retransmis sur la base de quoi? Puisqu'il a fallu aller chercher l'Université de Nantes pour justifier le document. Pourquoi il n'était pas plus simple, justement, qu'ici, depuis le Gabon, on sorte cette acte de naissance-là? Et pourquoi même, au niveau de chez le notaire, il n'y a pas eu le dépôt de cette acte de naissance depuis fort longtemps? Est-ce que parce qu'il cela n'était pas justement problématique? La question est importante. La poser ne veut pas dire qu'on est contre le chef de l'État. La poser ne veut pas dire qu'on veut déstabilisation de l'institution. Il faut juste la lumière. Il faut que les uns et les autres soient sereins et objectifs sur cette question-là. Pouvoir être froid. Voilà. C'est-à-dire que dans ces cas-là, que Ali Bongo vienne se justifier concernant cette affaire-là pour qu'une fois pour toutes, on soit édifié. Mais quand on veut voir des gens qui sortent de nulle part et bien de partout pour venir justifier l'injustifiable, que tout le monde voit que les faits ne sont pas cohérents, les faits ne sont pas défendables, je trouve que c'est de la mauvaise foi. Vous pensez qu'ils ne lui rendent pas service? Mais c'est ça ma conclusion. Ma conclusion, c'est de dire que ces personnes-là ne rendent pas du tout service à Ali Bongo. Voilà. Il nous reste très peu de temps avant d'aborder, on va dire juste un mot sur le deuxième thème qui n'était pas aussi vaste. Monsieur Pascal Koulou. Oui, je voulais simplement revenir sur... Assez rapidement. Rapidement. C'est-à-dire, vous avez, dans votre liminaire, il y a un moment, dit des gens sont allés en prison pour avoir falsifié des documents. Absolument. Je dis... Ou pour avoir permis la falsification. Pour avoir permis la falsification des documents. Il y a une chose sur le plan du droit qui est établie. Vous falsifiez un document, c'est-à-dire vous fabriquez quelque chose sur des faits non avérés. C'est un fait. Et à partir de là, la loi peut s'appliquer selon ce que le code pénal le définit. Il se trouve qu'un acte a été transcrit au mauvais endroit. Ça n'en fait pas un faux. Il faut établir que l'acte est faux pour dire que cet acte est un faux. À ce moment, le débat sur le droit s'ouvre. De 1, de 2. Et lorsque l'on dit, et je l'entends souvent, que pourquoi Ali Bongo n'a pas soumis un acte de naissance? Non. Le problème sur le notaire, c'est que vous ne pouvez pas avoir accès, même moi en tant que citoyen, je ne peux pas avoir accès à votre identité civile. Il faut un acte de droit pour me le permettre.
Parce que sinon, tout le monde aura accès aux identités civiles de tout le monde. Et à ce moment, on ouvre la voie également aux manipulations. Donc, si je vous confie un acte de droit, que vous êtes mon notaire, mais celui qui va le contester, c'est à lui de m'amener un acte contraire à celui que je détiens. Mais, mais justement, pour sa crédibilité, parce que c'est de cela dont il est question. Non, la crédibilité n'engage pas lui, la crédibilité engage celui qui pose le problème. Vous venez, vous dites, Pascal Nkoulou, vous m'avez volé mon véhicule. Mais à vous de l'amener pour dire, voilà le véhicule que vous m'avez volé. Mais tant que vous le dites, mais écoutez, moi je ne vous ai pas volé de véhicule, je reste serein. Pourquoi voulez-vous que j'aille dire, où est le véhicule que je vous ai volé? C'est vous qui le dites. À vous d'amener l'élément qui certifie que je vous ai dérobé un bien. C'est ce qui constitue l'élément de droit. Luc Bongonossi, par exemple, aurait dû apporter ces éléments. Luc Bongonossi aurait dû apporter 2 actes de naissance qui diffèrent en disant, voilà le faux qui a été fait à partir d'un autre faux. Il avait un sens qui dit, cet acte n'a pas été transmis. Vous êtes sûr que celui de 2009 a été fait sur la base tout le monde peut reconnaître que la mairie du 3e n'est pas habilitée à transcrire un acte de naissance. Et qu'est-ce qu'on fait? On tourne autour de la même question. Qu'est-ce qu'on fait de cette situation? Ce qu'on fait, c'est qu'on constate que la mairie du 3e n'a pas capacité ou n'est pas habilitée à transcrire un acte de naissance. Je vous prends un fait très simple. J'étais agent municipal pendant longtemps. Il s'est trouvé que lorsque des circonstances ne le permettaient pas, il y avait une rupture de thème, que des gens allaient légaliser leurs documents à la préfecture. Mais on disait non, ce n'est pas à la préfecture de légaliser ce document. Ça n'en faisait pas un faux. Simplement, c'est que celui qui certifie l'originalité n'a pas la compétence parce que ne possédant pas les éléments de référence. Mais ça ne veut pas dire que le document, dans le fond, est un faux. Vous êtes sûr que le cas est similaire? Bon, mais je ne m'avance pas. Je veux simplement m'arrêter au constat. Le constat, c'est que cet acte a été légalisé dans une mairie qui n'en avait pas la capacité ou le droit. Voilà. Le problème est là. Mais vous ne donnez pas la réponse de ce qu'il faut en faire. Télésphore, pour terminer sur cet aspect, on va aborder le deuxième thème de manière très sommaire. Hein. Pour terminer cet aspect, il faut relever 3 choses. 3 choses. Effectivement, un citoyen lambda ne peut pas se permettre d'aller voir Madame Maître Rolongwe, qui était jadis le notaire de la famille Bongo Ndimba, pour demander à avoir accès à l'état civil d'Ali Bongo. C'est normal. Un Gabonais ne peut pas le faire. Par contre, les successibles, ceux qui sont concernés par la question, c'est-à-dire les enfants Bongo Ndimba, ne comprenaient pas pourquoi la succession bloquait. Ils se rendent chez le notaire pour comprendre, disent mais on peut avancer la succession parce que un de vos frères n'a pas encore remis son acte de naissance. Il se trouve qu'il soit Ali Bongo Ndimba, qui déjà à la base avait déjà eu un problème de naissance en 2009. Donc c'est-à-dire que là, il pose le problème après la mort de Bongo Ndimba. Donc on suppose après même l'élection présidentielle de 2009, où déjà il y avait déjà ce faux document, ce document contesté qui a été produit à la mairie du 3e arrondissement. Bon, c'est pourquoi non, ce qui a mené la petite Onaïda Maïcha Bongo Ndimba à se retrouver en France devant les juridictions françaises. Ensuite, quand M. Pascal Nkoulou remet en cause les postures ou devant les positions de Luc Bongonossi, en disant que Bongonossi aurait dû apporter deux ou trois documents. Mais aujourd'hui, le même Pascal Nkoulou conteste le document de M. Éric Boutet, qui a pourtant apporté les 3 documents maintenant qui sont complètement différents. Je n'ai pas contesté. Je n'ai pas contesté. Vous parliez de faire appel aux spécialistes. C'est un nombre d'éléments scripturaux. Je dis, et qu'il faut faire appel aux spécialistes. Non, voilà, M. Nkoulou, ayant la rigueur, non, mais ne m'attribuez pas ce que je n'ai pas dit. M. Nkoulou, ayez la rigueur que vous m'avez exigée. Vous m'avez demandé de vous écouter calmement, à la limite de prendre des notes pour pouvoir vous répondre. Maintenant, je vous écoutais, et maintenant je vous réponds. Attendez que je termine mon propos. Mon 3e point était de dire que, le 2e point était de dire, autant vous contestez la position de Bongonossi et vous contestez celle de M. Éric Boutet, je me demande finalement quelle est la démarche à suivre. Le 3e point, qui est un point également important, quand M. Nkoulou se permet de dire que cela, si on remet en question les positions de l'état civil de Nantes, etc., cela peut mettre en branle la politique française dans son ensemble. C'est pas vrai. Monsieur Cahuzac a été seul à poser un impair, il était seul à payer son impair. Oui. Si M. Fabius, proche du pouvoir gabonais, a commis un impair en influençant l'état civil de Nantes où il a une mainmise,
il est tout à fait naturel que tout seul, il paiera le prix, si réellement il a fait. Éric Woerth a subi la même chose. Éric Woerth, pareil. Donc on ne peut pas dire que le pouvoir français a toujours été propre, blanc comme neige. Donc c'est pas correct ce que vous êtes en train de dire, M. Koulou. Et aucun pouvoir français ne paiera si on se rend compte que les malversations, ou du moins les manigances, ont été faites par un seul membre du gouvernement. C'est ce que je veux dire. Alors, je vous pose la question en nous référant au thème. Hein. Le thème, c'était le chef de l'exécutif à la présidentielle 2016 avec le sempiternel problème de son acte de naissance. Cela est-il possible? Alors, on pose la question. Lui, candidat à la présidence de la République, on note que c'était quand même quelqu'un qui était dans l'administration et donc qui savait ce que c'était l'administration et comment les choses se faisaient. Pouvait-il ignorer quel arrondissement se faisait, dans quel arrondissement on pouvait faire la transcription? Bon, moi, Parce que ce sont les questions que les Gabonais se posent aujourd'hui. Je veux qu'on soit le plus réaliste possible. C'est vrai. Allons-y. Je ne suis pas estampillé à Ali Bongo Ndimba, mais voilà, j'ai horreur de débattre des questions de mon pays comme si je venais d'un autre Il fait partie de ce pays. Oui. Je sais que, de grâce, cet homme, c'est le fils de Omar Bongo Ndimba. Il est né dans un environnement, il y a grandi, il y est devenu un fonctionnaire très actif. D'autres aussi sont nés dans cet environnement. Je veux simplement dire que la réalité de notre pays, que je n'approuve pas forcément, étant ce qu'elle était, j'aimerais bien qu'on me dise à quel moment et qui aurait pu, de par ses compétences, exiger soit pour l'établissement d'un passeport, soit pour l'établissement d'une carte d'identité, que le fils d'Omar Bongo se présente dans un commissariat pour des tels... Je ne néglige pas. Ce n'est pas faisable, c'est pas normal. Non, je dis c'est normal, mais j'aimerais qu'on me dise que ça se faisait comme ça. Tout le monde sait bien qu'en dehors même des fils de Bongo, des enfants de certains ministres ont eu leur passeport sur appel, sur un simple coup de fil. Le pays doit changer. Même plus grave. Le pays doit changer. Et je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, ces pratiques n'honorent pas notre pays. Est-ce pour autant qu'il faut éviter le débat? On nous étions d'abord à un constat. Je dis, à une époque, ça se faisait comme ça. Votre parent, mes ministres, il appelle au chef, dit, je vous envoie mon fils, faites-lui un passeport. Oui, monsieur le ministre, le passeport est fait. À la limite, on vous l'apporte chez vous. Tout ce que vous faites, c'est d'envoyer une photo avec l'aide de camp. Vous avez le passeport. Beaucoup ont eu des passeports comme ça aujourd'hui. Au point où, moi j'ai des collègues et des amis, quand ils arrivent, on dit, mais vous avez un passeport? Ils disent, oui, c'est mon père qui m'avait fait ça. Il dit, mais où sont les dossiers? À ce moment, il reconstitue le dossier, mais ça ne veut pas dire que sa nationalité ou sa filiation ou était remise en cause. Simplement que le système de désordre qui prévalait à l'époque de Omar Bongo a été à l'origine de beaucoup d'impairs. Et moi, je dis... Notamment la question des faux qui circulent. Aujourd'hui, je dis, il en va de même lorsque l'on fait chaque fois à la fonction publique des vérifications, on se rend compte que des gens, on les arrêtés, on les articles, alors qu'ils n'ont jamais exercé dans un certain nombre d'administrations. Le pays fonctionnait comme ça allait de travers. Alors, aujourd'hui, et ce, depuis 2009, je me permets de vous couper, on peut lui concéder le fait de n'avoir pas été suffisamment... on va dire, alerte pour régler ces problèmes. Lui qui est le numéro 1 de l'ensemble des Gabonais et qui doit être un modèle. On peut condamner sa négligence avant qu'il ne soit numéro 1 du Gabon. Aujourd'hui, qu'il est le chef de l'État. Et sachant qu'il avait été préparé par son père. Oui, aujourd'hui qu'il est le chef. En plus, cette responsabilité incombe réellement à qui, de vous à moi? Ali Bongo ou à ses parents? À lui également. Non, à qui cette responsabilité incombe? Moi, aujourd'hui, j'ai des enfants. Si un de mes enfants n'a pas d'âge de naissance, cette responsabilité incombe à qui? À mon fils ou à moi? À vous, lorsqu'il n'est pas majeur. Non, même avant, mais écoute, il peut grandir sous mon aile parce que j'ai des possibilités de l'inscrire sans qu'il... Voilà les éléments que je suis. Alors, monsieur Télésphore Bamgomo, pouvait-il ignorer, lui, le chef de l'exécutif, pouvait-il ignorer dans quel arrondissement se font les transcriptions? J'aimerais dire, je me demande, mais on parle de quoi exactement? On parle de quelqu'un qui a 15 ans, qui a 12 ans, de quelqu'un qui a quand même près de 60 ans. Mais enfin, il faut quand même faire de la démagogie à ce point-là. Allons-y. Et on a comme la rigueur intellectuelle qui s'impose lorsqu'on veut éclairer les Gabonais. Il y a cette question d'acte de naissance. Les endroits où on fait acte de naissance. Ali Bongo, depuis le début, je l'ai dit, a été négligent. Il a manqué de vigilance dans cette procédure, cette étape. Ceci dit, puisque M. Nkoulou revient sur le fonctionnement du système de Omar Bongo, mais qui est, comme l'avait dit André Mobam, mais si nous on n'a pas ce système, mais Ali Bongo est le fils du système.
Je ne l'ai pas, non. Voilà. Donc, c'est-à-dire que il a cautionné donc le fonctionnement du système jusqu'à l'élaboration de l'élaboration de l'acte de naissance contestée aujourd'hui. Donc, non, revenons à l'essentiel. Il y a aujourd'hui 3 actes de naissance qui circulent. Finalement, lequel est vrai? Voici la question de fond. Celui de Nantes, avec lequel... Celui de Nantes? Non. On vous a dit que Nantes, je vous garantis qu'aujourd'hui, vous n'avez aucune certitude que finalement... Parce que quand dans le journal Le Monde... Parce que le journal Le Monde... Quand le journal Le Monde a sorti un document, ils ont dit que ça émanait des services de la présidence de la République gabonaise. Un nouvel article sur le Et ils ont dit que ça émanait des services de Nantes. Maintenant, on est bien curieux de constater qu'aujourd'hui encore, Nantes sort un nouveau document. Quand je vous dis que c'est un énième boulet qui était mis sur la cheville de M. Ali Bongo. Alors, est-ce que ce boulet, on va terminer par là, dans ce premier thème, pour aborder le deuxième de manière lapidaire, est-ce que ce boulet pourrait être bien plus difficile à traîner d'ici août prochain? Mais il sera même impossible à traîner. Puisque aujourd'hui, il y a une crise fondamentale au niveau du Gabon. Il y a une crise. La question de l'élection d'Ali Bongo, telle qu'a parlé Emmanuel Valls, remet en cause indirectement, sinon même directement, le fonctionnement des institutions. Quand il n'a pas été élu, quand il dit qu'il n'a pas été élu, après il rajoute la petite phrase, pas comme on l'entend, c'est-à-dire que sans contestation, en toute transparence, etc. Donc, cela remet indirectement le fonctionnement des institutions. 1. Cela remet également en cause la possibilité pour le candidat du PDG d'être réinvesti par le PDG. On y reviendra. Je crois que là, ça va créer une véritable scission dans le PDG entre ceux qui estiment que la valeur républicaine doit primer, donc qui ne soutiendra pas une énième forfaiture, si forfaiture il y a, et d'autres qui pourront dire, nous on soutient Ali Bongo, vaille que vaille. Voilà. Donc, également dans le parti, sur le plan familial, les dissensions ont clairement commencé. Léon-Paul Ngoulaki a pris la tangente et il a dit j'avancerai step by step, c'est-à-dire étape par étape, comme disent les Anglais. Alors, Pascal Nkoulou, très rapidement. Hein. Non, sur cette question, simplement je dis que ceux qui ont la capacité nous fassent la démonstration que l'acte de naissance de Nantes est un faux. D'accord. Et ensuite, très rapidement, je crois que les propos du Premier ministre français ne doivent pas être sortis de leur contexte. Il a dit, Ali Bongo n'a pas été élu dans le contexte comme on l'entend. En France, c'est des élections de tour, il faut la majorité. C'est pas vrai, M. Goulou. D'accord. C'est pas vrai. On vous le concède. C'est pas vrai. On vous le concède, mais il reste que ce que vous dites est valable pour vous, ça n'engage que vous. Non, c'est des ce propos. n'est pas vrai. Ce n'est sans doute pas la compréhension de tout un chacun. Surtout la majorité. Surtout la majorité. On aborde le deuxième thème de cette émission et on va terminer par là très rapidement. Nous allons sans doute revenir sur toutes ces questions, mais il nous faut aller au deuxième thème de cette émission, les éclatements au sein de l'opposition gabonaise. Un mot très rapidement, chacun de vous devrait se prononcer sur la question. Est-ce que aujourd'hui cela est responsable? Bon, alors les éclatements, on prend acte, le peuple gabonais prend acte que certaines personnalités, parce que moi je dis ça comme ça, je ne parlerai pas de leader de l'opposition, parce qu'un leader, à mon sens, comme le sens général, ça a un véritable sens. Je veux dire, les acteurs politiques gabonais de l'opposition ont tenté une aventure, malheureusement, qui n'a pas donné les résultats escomptés. Parce que même dans la charte du Front, parce qu'il s'agit du Front justement, dans la charte du Front, on parlait déjà des égaux des uns et des autres. Donc c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils connaissaient le problème, un des problèmes majeurs qui concernait le regroupement qu'ils avaient formé. En prenant ce problème-là, ils savaient plus ou moins à quoi s'en tenir. Ça marche, très bien, mais ça ne marche pas, tant pis. Disons-le comme ça. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte d'une chose. Du moins, il y a deux groupes qui sont formés. Un groupe piloté par Jean Ping, groupe disposant de 17 personnalités. Un autre composé de 11, piloté par Zachary Miwoto, donc minoritaire. On considère que 17 est quand même supérieur à 11, ou du moins 16 est quand même supérieur à 11. Et c'est quand même une majorité relative, on va dire. Sur le plan logique. Sur le plan logique et mathématique.
quelle que soit la différence de stratégie, il y a quand même un élément qui est là. C'est que si on partait une élection à la régulière, si on partait une élection, on aurait constaté quand même que 16 personnes choisissent Jean Ping, quand 11 je ne sais pas pour lui. Donc le calcul est vite fait. Bon, à l'intérieur de ces personnalités-là, ce regroupement de personnalités, chacun avait son agenda en réalité. Vous regardez ce qui passait. Moukani Ongou parle de destitution. Très rapidement. Oui, il faut que les Gabonais comprennent. Moukani Ongou parle de destitution. Luc Bongono aussi parle d'insurrection. Zachary Moboto et Oyemba parlent de transition. Jean Ping et ses amis parlent d'aller aux élections. Au départ, il était dit, non, il ne faut pas qu'on aille sur le terrain, il faut qu'on se batte pour les conditions de transparence. Il faut comprendre que dans le calendrier, on ne peut pas faire fi du travail du terrain. Nous n'aurons pas assez de temps. Ils vont même les moyens pour circuler tout le Gabon. Il faut qu'on s'y prenne assez tôt et on gagnera en temps. Zachary Moboto et ses amis disaient, non, pas question. Jean Ping et les siens ont commencé à labourer le terrain. À un moment donné, on pose la question des bilans. Jean Ping a labouré le terrain, donc il a gagné en autorité supranationale. Ceux qui parlaient des transparences, des commissions de transparence électorale, quel est leur bilan? Ils ont avancé où et comment? Quels sont les résultats de leur travail sur le terrain? Du moins, sur le travail des conditions de transparence électorale. Rien pour l'instant. On avance dans le processus, on dit, bon, il faut maintenant désigner aux candidats. Non, le moment n'est pas encore venu. Mais on constate que ceux qui disaient qu'il faut aller sur le terrain, allez maintenant sur le terrain. Mieux même, ils vont soutenir deux candidats. Patrick Yogo, qui était candidat à l'élection du parti de Bitam, et le candidat de l'opposition qui était au niveau du canton qui est pour les dernières élections. Si les conditions de transparence ne sont pas réunies, on parle quand même d'élection. Quelle que soit l'élection, une élection est une élection. Soit on veut les conditions de transparence pour toutes les élections, soit on les veut seulement pour certaines élections, la présidentielle. Non, je crois qu'il y a manqué de rigueur là-dessus. Voilà. Donc on constate que c'est de la mauvaise foi qui habite le groupe géré par Zachary Moboto. Il faut le dire très clairement. Oui, je ne m'érige pas en censeur pour dire tel groupe a de la mauvaise foi, tel Je parlais de responsabilité. Aujourd'hui, la responsabilité au sein de l'opposition, en termes d'objectifs politiques, en termes d'objectifs de gouvernance, est totalement inexistante. Parce que voilà des gens qui se sont mis ensemble, sans avoir au préalable défini leur canevas politique sur le long terme. Et il se trouve que l'on constate, sans véritablement qu'il y ait un péril en quoi que ce soit, des dissensions extrêmes. Il va simplement que le Gabonais, de manière générale, constate que ces gens qui ont grandi à l'ère du parti unique, qui se considèrent dans leur esprit, dans leur façon de fonctionner, regardez la condition de leur parti politique, comme étant des rois, des mandarins de leurs différentes zones, n'ont pas compris qu'une nation, c'est tout le monde ensemble. Et c'est pour cela aujourd'hui qu'ils ont du mal à demeurer dans un système d'ouverture comme celui qu'opère Ali Bongo Ondimba. Parce que toute la différence est là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Toute la différence est là. Toute la différence est là. Parce qu'aujourd'hui, le parti où, même lorsque les questions sont difficiles, les membres avouent être à l'intérieur, se battre à l'intérieur, c'est le PDG. Et ces gens-là, ce sont des gens d'une autre génération. D'accord. Les gens qui se battent à l'intérieur du PDG, il faut le préciser, sont pourchassés aujourd'hui. Oui, non, attendez, nous notons quand même qu'au sein de l'opposition, qu'est-ce que l'on remarque? Vous avez des gens qui ont Serge Maurice Madiala 65 et 70 ans. Serge Maurice Madiala n'est pas l'opposition, mais il a combien forfait? Non, il est du PDG. Non. Il est du PDG, mais il a combien forfait? Tous ceux qui critiquent le président ne sont pas en prison. Tous ceux qui disent des choses, il a combien forfait? C'est un acte qui, pénablement... Vous avez les preuves? Faut-il le prouver? En tout cas, on parle avec rigueur. Est-ce que vous avez les preuves que Serge Madiala a combien forfait? Tous les jours, on entend des gens, on les écoute, qui disent et qui tiennent des propos difficiles à l'endroit du président. Ces gens-là ne sont pas mis en prison. Voilà. Serge Madiala ne On a terminé le temps. Allez-y, terminez. Je vais seulement dire que ces gens sont des héritiers du parti unique. Ils ne peuvent pas comprendre qu'à un moment donné, l'intérêt de la nation prime. Et c'est pour cela qu'ils sont dans cette situation de cacophonie. Voilà. Situation de cacophonie, c'est pas moi qui le dis, c'est Pascal Nkoulou qui le dit. C'est le constat. Rappelons simplement, c'est pas moi qui le dis, c'est Pascal Nkoulou qui le dit. Donnons-nous rendez-vous. Il est le président du bloc, on va y revenir, il est le président du bloc démocratique populaire, membre de la majorité présidentielle. Vous pouvez aisément comprendre ses positions ici sur le plateau. Alors, il y avait également M. Télésphore Bamungomo. Messieurs, je vous remercie d'être passés par ici. Ça a été plutôt, on a débordé sur le temps. Il faut comprendre, chers téléspectateurs, l'importance de ces deux thèmes sur lesquels nous allons revenir d'une manière ou d'une autre. Merci tout de même de nous avoir suivis. À bientôt.